cette maison proprement dit remonte pour la partie la plus ancienne, ce que l'on appelle le gynécée, à l'extrême fin du XVIIIe siècle, quelque part entre 1798 et 1802. L'historique remonte en fait au XVIIIe siècle, l'historique lointaine, dans la mesure où le bey de Tunis migrait l'été pour échapper à la chaleur et à l'humidité de Tunis. Il venait s'installer à La Marsa, auprès de la mer, où il y a toujours son palais. Et le corps diplomatique le suivait dans ses pérégrinations. Donc quand la France a pris possession de ces lieux, 1856-1857, nous avons fait construire cette maison, ce palais que l'on appelle Dar el Kamila. C'est un hommage rendu à la beauté des lieux. Dar el Kamila, ça veut dire la maison parfaite. L'entrée de la résidence, d'abord, quand on franchit le portail, il y a une allée qui est décorée de carreaux de faïence qui représentent des animaux. Ce sont des carrelages de Chemla, ce sont des carrelages assez réputés. Quand vous accédez à la cour d'honneur avec sa fontaine, vous êtes en fait accueilli par deux aigles en pierre qui sont d'époque byzantine, et vous arrivez dans cette cour d'honneur avec des colonnades noires et blanches qui sont la marque d'une demeure bellicale. S'agissant du parc, qui est un parc magnifique, et on ne peut pas concevoir Dar el Kamila en séparant la maison du parc. Nous avons créé un parc, un jardin à la française, au lieu et place de lieux où l'on déposait les végétaux. Et également, nous avons eu à cœur de réhabiliter ce que l'on appelle le bain des dames, c'est-à-dire une piscine suspendue avec cascade, qui est un site historique dans la mesure où son histoire est attachée à l'histoire de cette maison. Les sculptures datent d'époques très différentes. Il y a des sculptures qui remontent aux Romains et même aux Phéniciens. Nous avons des pièces plus récentes de la fin du XIXe siècle, avec un ensemble de jeunes pâtres, de grâces. Nous avons un totem, nous avons des femmes touaregs, donc ainsi ce parc abrite des sculptures qui s'étalent sur 2 millénaires et demi. Ce bâtiment a été construit au milieu du XIXe siècle, en 1857 exactement, et c'est un mélange à la fois de tradition, avec ses carrelages, avec ses plafonds peints en bois, et de fonctionnalité moderne, dans la mesure où nous avons des pièces de réception qui sont un peu plus vastes que les pièces traditionnelles des palais bellicaux. Nous utilisons en particulier le café mort, donc la partie basse de la partie ancienne de la résidence, parce que ça s'y prête merveilleusement.
Les relations entre la France et la Tunisie sont des relations étroites, intenses et confiantes. Donc nous avons beaucoup de ministres qui viennent pour des réunions, pour des contacts, pour des inaugurations. Si l'on prend les 18 derniers mois, nous avons eu 2 fois le président de la République, une fois le Premier ministre, peut-être une douzaine de ministres, de nombreux hauts fonctionnaires, des artistes, des écrivains, des professeurs du Collège de France. De ce point de vue, Dar el Kamila est vraiment un symbole pour les Tunisiens, un symbole de l'excellence française, de l'art de recevoir. Ma femme et moi, nous avons été tous les deux impressionnés par les Tunisiens et les Tunisiennes, par leur sens de l'hospitalité qui est réel. Et ce ne sont pas des mots de diplomate, hein, ce sont des mots qui traduisent la réalité. Deuxième impression, c'est naturellement la beauté de ce pays. C'est un pays méditerranéen, donc avec sa lumière, avec ses paysages, mais c'est aussi un pays saharien. Nous avons eu à cœur de visiter autant que possible le pays, et il y a une grande diversité de paysages qui fait la richesse de la Tunisie. La famille Marescotti s'est développée à Bologne, est devenue une puissante famille de Bologne, avant les années 1000. Dans le 1500, un de ces Marescotti, il vient à la cour du pape et il se marie avec sa nièce, Hortensia Farnese. Et le pape donne à cette couple le feudo de Vignanello. Donc, il donne ce territoire avec le château qui, à l'époque, était une forteresse militaire. Donc, c'était placé sur un grand rocher de tuffo. Tuffo, c'est la pierre lavica, parce qu'il y avait les volcans. Avec le jardin, tout ça, ça donnait un peu plus de dolcezza, de douceur. La femme qui a fait ce jardin, c'est Ottavia Orsini. Ils ont dû prendre la terre et monter, faire une reporte di terra et créer l'espace pour faire le jardin. Sinon, on tombait dans la vallée. Et pour unir le jardin au château, ils ont dû faire les ponts. Vignanello, ici, c'est le commencement du 1600. Le jardin était fini 1610.
Dans le salon rouge, il y a aussi un portrait de Francesco Maria Ruspoli, qui était marquis Ruspoli. Il a aidé avec une armée de 1000 hommes pour combattre une bataille contre les Autrichiens. Donc le pape, pour le remercier, lui a donné le titre de prince. Et le pape Benedetto XIII, qui était pape 1725, il est venu ici et est resté dans le château pour 4 jours pour inaugurer la grande église dans la place ici devant, qui était construite par Francesco Maria Ruspoli. Et pour recevoir le pape, il a fait faire des fresques dans les chambres à coucher. C'était le premier vraiment renaissance man de la famille. Donc c'était un homme très cultivé, dédié à l'art, à la musique. Nous, on est aristocratie noire. Ça veut dire lié au pape. Mon arrière-grand-père s'appelait Alessandro Ruspoli et il était grand chasseur. Et il a perdu un œil à la chasse. Donc, il allait toujours avec cette bande noire. Et lui, il accompagnait les personnalités qui allaient visiter le pape. Maestro del Sacro Ospizio, c'était son titre. 1931, c'est lui qui accompagne le roi Vittorio Emanuele et sa femme, la regina Elena. C'est la première visite officielle du roi au Vatican, quand le pape a finalement reconnu que maintenant le nouvel roi d'Italie, c'était Savoia. Et donc, c'est une photo historique. Et ma arrière-grand-mère était ici et moi, je me rappelle que je venais ici la voir et je n'aimais pas du tout cet endroit parce que c'était très comme dans une prison. Je voulais un peu de liberté. Ici, c'était très sévère, toute l'organisation de la maison. Après, quand elle est morte, le château est allé à mon oncle, Dado. C'était un personnage unique. Il a cassé beaucoup de règles de l'aristocratie romaine, qui était une aristocratie liée au pape, au Vatican, et qui était très fermée. Et Dado a eu ce château et c'était un homme qui vivait la vie à plein main. C'était un philosophe de la vie. Aussi, si je dois dire, pas très responsable dans la façon pratique, disons. Non? Il a dû vendre à mon père. Et donc, c'est pour ça que maintenant, c'est moi et ma sœur qui s'occupent de la propriété. Il vivait toujours un peu en marge, dans une bulle, un petit peu en dehors du monde aussi. Là. Lui, c'était un peu l'enfant terrible de la famille. Il est allé au-dessus, en dehors des lignes, un petit peu. Enfin, il n'était pas vraiment sur les rails. Donc, ça pouvait faire jaser, ça pouvait faire... les gens, naturellement, on peut aussi critiquer, mais lui, il n'avait aucune... ça glissait, quoi. Il disait qu'il y avait les bonnes drogues et les mauvaises drogues. Enfin bon, ça c'était aussi une époque. C'était l'époque dans laquelle aussi il a vécu dans une certaine atmosphère. Il était dans cette atmosphère, ça c'est vrai. À la fin de sa vie, il en avait marre de cette réputation parce qu'au fond, ça c'était l'image un peu superficielle qu'on se faisait de lui, mais c'était le contraire. Au contraire, moi je l'ai connu, j'ai connu plutôt le Dado poète, le Dado sage. Il aimait beaucoup cet endroit, surtout quand il était plus vieux. Quand il est venu ici vers 60 ans, comme ça, il a commencé à venir ici tous les étés avec ses enfants et tout. Et c'était très sympathique parce qu'il y avait toute une atmosphère très familiale et très sympathique. Là, on n'a pas beaucoup travaillé, donc bonne partie des meubles étaient vendus. Bon, il s'est resté, quelque chose est resté. Les tableaux des ancêtres, c'est resté. Mais là, moi, je trouve que plus beau que le meuble est la structure. Très sévère, très forte. Elle est très belle, la structure, qu'il n'y a pas beaucoup besoin de meubles. Un endroit comme ça,
ça te donne, et tu sens les racines, tu sens tes ancêtres, tu les sens. Et donc, ça te donne une épine dorsale, une force, et tu te sens responsable pour maintenir et protéger l'endroit de tes ancêtres. C'est une chose métaphysique. La maison de Christopher est donc à la Vieille Montagne. La Vieille Montagne est la partie septentrionale de la montagne qui domine Tanger. C'est là où les Anglais s'étaient installés à partir, disons, sans doute du début du 19e siècle. On n'a pas de preuves, mais sans doute, peut-être il y avait déjà avant, il y avait quelque chose. C'est la partie la plus romantique, parce qu'elle regarde au nord, et là, une lumière, on voit l'Espagne, on voit les détroits. La lumière y est souvent très très belle, parce que c'est cette lumière du nord qui est toujours la plus froide, la plus claire, la plus limpide. Tanger est une ville qui a toujours attiré des gens assez originaux, quelquefois un peu excentriques, qui ont souvent des coups de foudre, qui quelquefois sont venus à Tanger pour 3 jours et sont restés 45 ans. Pour ce qui est de Christopher Gibbs, il était un des plus grands antiquaires de Londres, très connu. Et il venait à Tanger depuis très très longtemps. Et puis il a décidé il y a quelques années d'acheter la maison d'une tangéroise très connue qui était une américaine, Marguerite McBay. Donc il a commencé par acheter cette maison, et puis je crois que Christopher Gibbs est quelqu'un qui aime bien ne pas être entouré par trop de gens. Donc il a racheté une maison à côté, et puis une deuxième maison, ce qui fait que maintenant il a 3 maisons rassemblées en une propriété plus grande. Et il vit, je crois, plus ou moins dans une maison, puis il change, puis quand il reçoit des amis, il a le choix, il peut les mettre dans une maison ou dans l'autre. Une maison lui sert plus ou moins de bureau aussi. Et... Cette propriété, c'est une collection de petites propriétés. En haut, il y a la maison de l'artiste McBay. À côté de ça, il y a ce qui était la chapelle d'une famille portugaise et la chapelle d'un prêtre franciscain qui était étymologue. Il a fait le premier dictionnaire de Darija. Ça, c'est la façon de parler l'arabe local. Dans le jardin ici, comme c'était 4 jardins, et ils sont toute
caractères un peu différents. On a essayé de réunir tous. Donc les jardins étaient tous construits sur des vieilles terrasses, peut-être dans le temps avec des oliviers, des fruitiers. Et on a essayé de recréer un peu cet monde et de planter beaucoup de choses qui sont des espèces natives. Christopher, qui est un homme romantique, un homme grand, qui aime beaucoup l'espace, qui aime beaucoup la liberté, qui aime beaucoup le souffle, qui aime beaucoup tout ça, j'ai essayé de donner un peu cette espèce de rythme au jardin, c'est-à-dire de faire circuler beaucoup d'air, d'avoir des grandes perspectives, des choses un peu à la mesure de Christopher, donc un grand garçon et qui aime se balader, qui aime bouger. Et ça a été un peu le travail. Et ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'un jardin où on travaille doucement. Christopher, qui connaît très très bien les plantes, sait qu'il faut aller doucement. C'est pas un client auquel il faut fournir un résultat, mais c'est quelqu'un avec qui on s'amuse à trouver des solutions en douceur et qui n'est pas stressé si une année une partie du jardin n'est pas fleurie ou n'est pas belle. C'est un jardin qu'on ne dessine pas, on le fait ensemble, peu à peu, avec beaucoup d'amour, beaucoup d'intérêt, en dînant ensemble, en parlant ensemble, en discutant. Maintenant, on est en train d'essayer de restaurer toute une partie de la propriété qui était une forêt très dégradée, comme sont souvent les forêts dans ces pays, c'est-à-dire c'est une forêt qui était envahie par les mimosas et par tous les acacias qui ont été amenés à la fin du 19e siècle par des gens qui ont fait beaucoup de mal, en fait, et beaucoup d'eucalyptus, etc., etc. On essaye de les enlever et de replanter des chênes lièges, de replanter d'autres chênes, et puis on remet des plantes comme la digitale, comme les pivoines, toutes les plantes, des pivoines sauvages, toutes les plantes qui avaient disparu. On voudrait avec le temps, peu à peu, restaurer ces forêts, qui est une des choses les plus difficiles qui existent, de restaurer une forêt qui a été dégradée par des années d'espèces qui ont vaincu sur les espèces autochtones, et en refaire un beau forêt tangérois de pré-contact, disons. C'est un endroit très important dans Tanger parce que c'est un quartier où habitent depuis des générations et des générations des paysans qui sont de là-bas, qui se connaissent tous entre eux. Chacun a sa petite cale en bas où il va pêcher, chacun a ses rochers où il va nager. Ça reste comme un village, même en étant absolument à côté de Tanger, en étant été un peu colonisé, disons, par les riches Anglais qui ont construit de très belles maisons. Il lui reste les caractéristiques d'un village du nord du Maroc, où tout le monde se connaît, peut-être quelqu'un va travailler en ville, mais après revient au village. Et parmi les gens, il y a encore une entente, il y a encore des liens familiaux et sociaux qui sont forts et qui sont autonomes de la ville. C'est pour ça que c'est un endroit pour moi merveilleux, Sidi Masmoud.